Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le money management. Donc, il est 18 h, nous sommes mardi 15 janvier. Alors, bonne année à tous les nouveaux, tous ceux qui nous rejoignent et puis ceux qui n'étaient pas revenus, qui étaient encore au ski, parce que certains clients passent nous voir au bureau en revenant de vacances. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur la salle de trading DailyFX. Donc, on a pas mal de nouveaux normalement ce soir pour cette session. Sachez que vous êtes dans la salle de trading DailyFX sur laquelle il y a 3 émissions quotidiennes par jour. Ce sont des points de marché qui sont opérés par les analystes DailyFX. Donc vous avez un point 2 à 3 fois par semaine d'Adrien Raymond à 9h15 qui prévient sur la file news en temps réel quand il fait une émission. Puis sinon, quotidiennement, vous retrouvez ma collègue Nadia Compaoré l'après-midi, soit à 14h15 pour les statistiques, soit à 15h pour un point avant Wall Street. Et pour ma part, Nicolas Chéron, vous me retrouvez le matin à 11h pour le morning meeting. Alors, je vais aller dans la salle de trading en live. Vous avez la salle de trading en live normalement sur votre écran de la sorte. Sur la droite, vous avez un chat. Donc vous pouvez cliquer sur le petit bouton du milieu, vous mettez votre nom, vous marquez vos questions, vos commentaires. Ça apparaîtra de mon côté. Et une fois que j'aurai avancé sur certaines parties, eh bien, je répondrai à vos questions. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un webinaire sur des choses que j'ai déjà dit, notamment en conférence. C'est un petit rappel pour les anciens, et puis ce sont les principes de base pour les nouveaux. Donc, c'est une bonne chose de passer en revue ces choses-là pour appréhender le trading en général, que ce soit sur les indices, les matières premières ou le forex. On a eu une fin d'année 2012 relativement calme, on a un début d'année 2013 assez explosif sur certaines paires, on a eu une envolée de l'euro CHF, on a les paires en yens qui continuent de décoller, a contrario on a des indices qui se cherchent et des paires du forex qui sont relativement stables contre le dollar. Donc encore une fois, diversifiez-vous. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les règles de base pour tout trader. Des règles à respecter pour tout simplement survivre sur les marchés jusqu'à atteindre un niveau de trading suffisant pour être rentable. Alors j'ai mêlé cette petite partie money management avec une étude qui avait été faite par le service technique de DailyFX aux États-Unis, puisque donc DailyFX, alors pour faire les présentations, vous êtes là sur le site DailyFX. DailyFX, c'est le site de recherche du broker FXCM. Donc DailyFX existe aux États-Unis depuis 8 ans, maintenant ça fait 2 ans et demi que ça existe en France. Et l'équipe DailyFX, on est 4 personnes en France, on est là un peu pour vous aiguiller sur les marchés, pour donner nos avis, pour écrire des stratégies et puis pour revenir sur les principes de base des marchés d'échange. Donc l'étude qui a été faite par DailyFX aux États-Unis a été faite sur 8 millions de trades opérés par les traders de chez FXCM sur les 5 ou 6 dernières années. Et en fait, en étudiant ces 8 millions de trades, eh bien, on en a sorti quelques statistiques dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà le particulier peut-il être gagnant, quels sont les particuliers gagnants et comment. On va voir quelles sont les connaissances de base à avoir pour trader sur le marché d'échange et les marchés en général, les règles de money management, l'importance de la détermination du profil, sachant qu'à chaque trader il y a un profil, et puis l'importance aussi d'avoir un plan de trading quand on veut opérer sur les marchés. Et puis à la fin, je vous récapitulerai les ressources que vous avez au quotidien pour pouvoir avancer. Alors déjà, comment dire, le mythe, la légende urbaine
Du professionnel gagnant et du particulier perdant, ça, il faut que vous le retiriez de votre esprit. Tous les ans, il y a des fonds qui ferment parce qu'ils ont pris des mauvaises positions sur les marchés. Il est déjà arrivé, même à Goldman Sachs, qui est une des plus grandes banques du monde et qui dirige plus ou moins les marchés, de faire des trimestres relativement négatifs sur l'euro. Ils ont déjà perdu un trimestre, je me rappelle, 360 millions de dollars sur l'euro-dollar parce qu'ils n'avaient pas le bon scénario. Donc ne vous dites pas, il y a les gros qui gagnent, il y a les petits qui perdent. Ça, c'est une hérésie. Concernant les particuliers perdants, alors le fait est que il y a à peu près 70% de particuliers qui sont perdants, il y a 30% de particuliers gagnants. Le fait est que depuis 4-5 ans, on a eu une arrivée de nombreux brokers chypriotes. Aujourd'hui, ce sont des petits brokers qui s'attaquent au marché des options binaires qui sont un produit... Enfin, c'est un produit qu'on n'a jamais vu sur le marché chez les professionnels et qui sort en ce moment. Bon, bah, il y a quelques années, c'était le Forex, et c'est encore le cas. Ouvrez un compte de 100 €, faites 70% en 1 heure, on voit des pubs comme ça partout sur Internet et on a de nombreuses personnes qui viennent et qui se font avoir. Dans les 70% de traders perdants, eh bien, il y a les traders expérimentés, il y a les gens qui avant allaient au casino qui maintenant font du trading sur les plateformes, il y a ceux qui sont des parieurs dans l'âme, il y a ceux qui font cela par passion pour pouvoir en discuter avec les amis le week-end, même s'ils perdent sur le long terme. Il y a aussi des personnes qui sont incompatibles pour pouvoir trader, donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a un pourcentage de traders perdants aussi élevé. Maintenant, je vous le dis, et je le sais puisque j'en connais nombreux et nombreux sont sur le forum DailyFX, il y a beaucoup de traders particuliers qui gagnent de l'argent dans le temps. Il faut avoir un certain profil psychologique, il faut avoir des connaissances de base et puis il faut surtout avoir un plan, s'y tenir et avoir des règles. C'est ainsi que un très bon exemple, c'est Patricio, un des membres du forum, un Français qui vit actuellement au Chili. Il a fait la Légion, il sait ce que c'est que les règles et aujourd'hui Patricio il est trader pour lui-même et il fait des gains récurrents sur les marchés au quotidien. Et comme ça, on a de nombreux traders particuliers qui font ça ou bien en passion ou bien pour gagner de l'argent qui sont sur le forum. Je pense à Kali, je pense à Abax. Il y a beaucoup de traders comme ça qui vivent au quotidien du trading et qui y arrivent. Alors, maintenant qu'on a balayé un peu cette légende urbaine et qu'on est entre gagnants, il va falloir voir ce qu'il faut respecter pour que tout cela fonctionne. Alors j'ai des personnes qui me disent qu'elles ont des petites coupures de son. Est-ce que le son et l'image sont corrects? Est-ce que je peux avoir des retours de quelques personnes à ce sujet? D'accord, donc certains me disent que tout va bien, d'autres que c'est pas top. Donc je vais fermer quelques applications sur mon ordinateur. Forcément, quand on fait tourner 4 écrans sur un ordinateur, en fin de journée, il est un petit peu fatigué. Alors, voilà, donc j'ai fermé la plupart de mes logiciels, donc normalement cela devrait tourner comme d'habitude, ça devrait être bon. Donc, sur l'étude de plusieurs millions de trades sur les marchés et notamment sur l'euro-dollar, on a sorti des statistiques. Or, vous êtes 59% de traders quand ils prennent position à être dans le bon sens. Sur l'euro-dollar, c'est 59%. Sur certaines paires comme l'AUDNZD, ça monte jusqu'à 67%. Il n'y a pratiquement aucune paire où on est sous les 55% de traders dans le bon sens. Donc ça veut dire que quand un trader particulier rentre en position sur le marché, il est dans le bon sens du marché et généralement dans les premières minutes, voire les premières heures, eh bien, il est en gain. Sauf que, autre analyse qui a été faite, la rentabilité par paire des traders particuliers, et bien sur l'euro-dollar, on a des gains qui sont égaux
à 50% du montant des pertes. Ça veut dire que le trader va gagner une fois 30 et ensuite il va perdre 60. Ou il va gagner 62 fois, donc 120, puis ensuite il va perdre 240 parce qu'il va augmenter son levier ou bien parce qu'il ne va pas mettre de stop, parce qu'il va prendre la confiance. Donc sachez que la plupart du temps vous êtes dans le bon sens, vous faites de bonnes analyses, vous avez les connaissances, vous avez les informations. Mais ensuite c'est le money management, l'absence de stop, un effet de levier trop élevé, un stop trop court ou bien un objectif sur lequel vous ne coupez pas qui fait que on se retrouve avec plus de traders perdants que de gagnants. Ensuite, au niveau des horaires, comment s'adapter? Alors, tout dépend du temps que vous avez à y passer dans la journée. Si vous êtes des traders de range, et notamment des scalpers, il se trouve que d'après l'étude qui a été faite sur donc des millions de trades, c'est le soir et la nuit que les marchés sont plus calmes, qu'ils opèrent en range, notamment sur les paires type AUD, NZD ou avant les paires en yens. Maintenant les paires en yens sont relativement punchy puisqu'on a eu de gros mouvements sur ces paires-là, elles sont volatiles. Mais en fonction de votre technique, si vous êtes des traders de tendance, il va peut-être falloir aller trader les deux mouvements du jour qui sont un mouvement en début de matinée entre 7h et 10h du matin ou un autre mouvement qui débute soit en début d'après-midi avec les chiffres, soit après la clôture européenne à 17h30. Donc soit vous êtes un trader de tendance et vous vous adaptez sur ces horaires-là, soit vous êtes un trader de range, ce qui vous permet de pouvoir trader le soir ou encore la nuit sur certains actifs. Donc en fonction de votre profil et de votre technique, qui sont propres à chacun et que vous devrez déterminer en vous posant les bonnes questions, attention aux horaires auxquels vous tradez. Souvent entre 14h et 17h, j'appelle ça la machine à laver, parce qu'on a les traders européens qui sont là et les traders américains qui arrivent avec l'ouverture des marchés américains à 15h30 et ça entraîne une très forte volatilité. Donc on a souvent des contre-pieds, souvent des statistiques. Donc attention à ceux qui le matin sont au travail et puis regardent la bourse gentiment, puis qui l'après-midi se disent tiens il y a la statistique, je vais trader. C'est souvent une machine à laver et c'est souvent plus dangereux qu'autre chose. Une histoire de capital. Alors pourquoi est-ce que j'ai marqué ça? Parce que toujours d'après cette étude, il y a 45 à 50% des comptes inférieurs à 1000 euros qui sont très rapidement à zéro. Les traders qui mettent jusqu'à 5000 euros, tout de suite on arrive à une profitabilité autour de 40%. Et comme de par hasard, les traders qui mettent 10 000 euros ou plus, on arrive à des profitabilités entre donc on arrive à 25-35% de perdants. Donc quand vous avez des petits comptes inférieurs à 1000 euros, plus de 50% de perdants. Quand vous avez des comptes à 5000 euros, vous avez moins de perdants. Quand vous avez des comptes à 10 000 euros ou plus, vous avez encore moins de perdants. C'est un peu comme le psychologue. Souvent ce que je dis, c'est que quand on va voir le psychologue et qu'on paye, on fait attention. Plus on met d'argent sur les marchés, plus on fait attention à ne pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des comptes avec 500 euros, 200 euros, 1000 euros, et puis qui se disent j'y vais la fleur au fusil, si ça fonctionne c'est bien, si ça ne fonctionne pas c'est pas grave. Alors il y a des personnes à ça qui vont me répondre oui mais moi je suis étudiant et 1000 euros pour moi c'est égal à 100 000 euros pour d'autres. Bon dans ces cas là c'est une très bonne chose pour vous, vous traderez comme si vous aviez un compte à 100 000 euros et donc vous ferez peut-être partie des traders profitables, en tous les cas vous avez plus de chance. Je crois qu'en fait la somme importe peu, c'est surtout comment on considère cette somme et son importance. C'est là l'important et non pas réellement de mettre plus d'argent. Alors on va avancer. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez le chat sur votre droite. Alors bien évidemment pour faire du trading, pour faire partie de ces traders gagnants, il faut des connaissances et des outils. Pour ce qui est de l'analyse technique, vous avez le site DailyFX et le forum DailyFX où vous avez des news, des analyses éducatives, des avis des analystes, des rubriques stratégie sur le forum, des explications sur le scalping, sur l'Ishimoku, sur l'harmonic pattern, le market profile, vous avez tout sur l'analyse technique.
Concernant l'analyse fondamentale, vous avez Nadia qui fait des lives de trading où elle explique comment on comprend les statistiques. Vous avez aussi dans la rubrique du site les éléments du Forex, des explications sur les fondamentaux de base. Vous avez aussi dans Real Time News au quotidien le décryptage de l'actualité. En plus de ça, vous pouvez aller faire un tour sur le site par exemple Trading School, qui est un site où au niveau de l'analyse technique comme de l'analyse fondamentale, il y a pas mal de définitions et c'est relativement intéressant. Alors le money management, on y passera juste après, ce sont les règles de base à respecter pour pouvoir trader. Et j'aimerais surtout insister sur le risk management. Donc le risk management, c'est comment gérer son risque. Or, aujourd'hui, eh bien, quand je réalise un trade, j'ai plutôt tendance à me focaliser sur ma perte potentielle que sur le gain potentiel. Souvent, quand les traders voient un trade, voient une proposition dans une analyse, etc., eh bien, ils se disent je peux gagner jusqu'à 200 euros. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur je peux perdre combien. Et une fois que psychologiquement vous avez accepté cette perte, alors vous pouvez rentrer dans le trade. Donc plutôt se focaliser sur la perte potentielle et sur ce que ça induit au niveau de votre performance plutôt que sur les gains potentiels. Bien évidemment, la psychologie a une part très importante dans le trading, ce sera le point qu'on va voir juste après. Et puis, concernant les outils, bien évidemment, vous devez connaître un minimum les rouages, les fonctionnements du marché d'échange, les CFD, les indices, les matières premières, et puis avoir une plateforme digne de ce nom. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes chez des brokers, des gros brokers, et ou chez FXCM. Donc, dans ces cas-là, c'est une bonne chose. Et puis bien évidemment concernant les connaissances, vous avez les livres, les forums, les conférences FXCM, vous avez toutes sortes de choses à votre disposition. Alors l'aspect psychologique c'est quelque chose de très important vous devez vous rendre compte si vous êtes actuellement dans des travers. Je m'explique. On dit toujours qu'il faut faire preuve d'objectivité pour trader sur les marchés. Or, beaucoup de traders sont soit acheteurs, soit vendeurs. C'est un jeu auquel on joue souvent avec Nadia, elle acheteuse et moi vendeur. Mais on peut très bien acheter un actif comme en vendre un autre. Donc, ne soyez pas enfermés dans un biais. Ça m'est arrivé, hein, bien évidemment, quand on est analyste et qu'au quotidien on doit se confronter au marché, parfois on a des dérives. Ça arrive à tout le monde. Le tout, c'est de s'en rendre compte et d'essayer d'en faire fi et d'être objectif. Donc ne vous dites pas 3730, le 440 c'est du grand n'importe quoi, ça doit aller à 2000 points parce que ça va mal en Europe. Dites-vous, le 440 est en tendance haussière, il est dans un range à court terme, j'attendrai la sortie de ce range pour jouer soit la hausse soit la baisse. Autre aspect psychologique, certains d'entre vous, ils ont peur quand ils tradent et ils sont stressés. Il y en a qui ont peur d'appuyer sur le bouton et il y en a qui sont stressés une fois qu'ils sont en position, qui ne savent pas décrocher de l'ordinateur. Une fois encore que vous avez votre stop et votre objectif et votre stratégie qui sont planifiés, la peur et le stress doivent totalement disparaître. Ensuite, quand vous êtes en position et que vous gagnez sur un trade, ne devenez pas euphorique. Ne vous dites pas, bon bah je gagne actuellement 100 euros, je vais relever mon objectif pour essayer d'en gagner 200. Apprenez à vous tenir à vos objectifs et vous verrez que psychologiquement vous serez beaucoup mieux. Enfin, l'avarice, ça c'est pour le trader qui a fait des pertes et puis qui se dit bon bah maintenant au lieu de trader avec des stops à 30 points, je vais trader avec des stops à 15 points, comme ça je perdrai moins d'argent. Le problème de faire ça, c'est que si vous tradez avec des stops à 15 points, vous allez vous augmenter vos chances de perte et donc ça va ne faire qu'empirer les choses. Donc voilà, tout ce qui est extrême, peur, stress, avarice, euphorie, si vous en êtes victime, faites-y très attention, vous devez plutôt vous rapprocher du robot que de l'âme sensible quand vous tradez. Faites preuve d'objectivité et sachez prendre du recul. Alors l'objectivité, comme je vous l'ai expliqué, c'est sur le CAC tout à l'heure. Il faut tout simplement être factuel. La prise de recul, c'est de savoir de temps en temps soit faire une pause pendant une semaine sur les marchés pour pouvoir y voir plus clair, soit un matin prendre sa plateforme, enlever tous ses traits, tous ses objectifs, tous ses supports, ses résistances et tout refaire à plat.
Et vous verrez que parfois, ça change totalement la vue qu'on peut avoir sur un actif ou sur le marché en général. Autre problème psychologique que peuvent avoir certains, c'est la nécessité de gagner, de performer, mais ça c'est quand on est trader à son compte propre et qu'il faut absolument gagner. Donc là on a le stress parce qu'on est obligé de gagner si on veut manger à la fin du mois, et puis quand on perd on pense à se refaire. Alors se refaire ou battre le marché, oublier ces choses-là. On n'est pas là quand on a fait une perte pour se refaire. On est là pour continuer de trader, pour se reprendre, pour faire des trades gagnants et bien évidemment augmenter sa performance. Mais il n'y a pas de revanche à avoir sur le marché. De toute façon, il aura toujours raison. Donc on n'est pas là pour le combattre, on est là pour en profiter. Enfin, par rapport au trading, faites attention à votre rapport à l'argent et au trading en général. Si vous n'avez pas d'argent, ne tradez pas. Mettez de l'argent sur votre compte de trading, de l'argent dont vous ne devez pas avoir besoin et que vous êtes prêt à perdre. Tout ça pour dire que les faibles, abstenez-vous, le trading n'est pas fait pour vous parce que il faut être fort dans sa tête. Alors, qu'est-ce que le money management? Alors là, j'ai simplifié en une liste de 10-12 règles. Sachez que le money management, c'est le respect de règles strictes dont l'objectif est de diminuer votre risque et d'améliorer vos performances. Or, le non-respect du money management est le plus gros défaut des traders particuliers. En fait, si vous prenez un trader en banque, il fait sa journée, il perd 5% de son capital ou 3% de son capital, il a perdu les 10 000 euros qu'on lui a dit qu'il pouvait perdre par jour. Soit le trader part de lui-même, soit son patron va lui mettre un coup de pied aux fesses et le sortir du bureau et lui dire à demain. Le problème du particulier devant son PC, c'est que même s'il se fixe une perte maximum de 50 euros dans la journée, il va arriver à 50 euros, puis il va se dire « Oh, faut que j'y retourne, je peux pas laisser ça, faut que je me refasse, etc. » C'est ça qui fait que le trader particulier, eh bien, parfois va cramer un compte ou va perdre une grosse partie de son capital parce qu'il ne va pas respecter les règles qu'il s'était fixées. Donc sachez que la seule chose pour moi aujourd'hui qui différencie un trader particulier d'un trader professionnel, c'est la rigueur. Si vous êtes rigoureux, si vous arrivez à vous donner des règles de trading et à les respecter surtout, parce que se donner des règles c'est bien joli mais ensuite il faut les respecter, alors vous avez des chances de devenir un trader gagnant dans le temps. Alors les règles de money management. Si vous faites du swing trading ou de l'intraday, il faut toujours prendre note de la tendance de fond. Donc généralement je dis que quand on fait du swing trading, on analyse en données journalières, on regarde le graphique hebdomadaire pour prendre note de la tendance, et ensuite on regarde le graphique en 1 heure ou 2 heures pour définir un point d'entrée. Donc il y a 3 unités de temps. Le swing trading, c'est tenir une position sur plusieurs jours. Donc on analyse en journalier, on affine en intraday en 2 heures ou en 4 heures pour rentrer sur un bon point d'achat ou de vente, et on regarde la donnée hebdomadaire pour toujours prendre note de la tendance de fond. En intraday, on va trader en analysant la donnée horaire ou 2 heures, on va regarder le 4 heures ou le journalier pour prendre note de la tendance, et on va regarder le 15 minutes pour affiner son entrée. Mais on aura toujours conscience de la tendance de fond. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les traders qui vendent du CAC 40 par exemple, eh bien vous savez que le CAC 40 est en données hebdomadaires et journalières haussières, qu'il y a plus de chances qu'il continue de monter qu'il ne baisse. Donc dans ces cas-là, vous savez que si vous tradez, vous êtes à contre-tendance. Vous savez donc qu'il va falloir faire preuve d'un timing parfait et qu'il va falloir user d'un levier un petit peu moins élevé que d'habitude puisque vous êtes à contre-tendance. C'est un exemple. Laissez courir les profits et couper les pertes. Alors ça, vous allez me dire, oui mais ça c'est du b.a.-ba, monsieur Chéron, on connaît tous et tout le monde nous le rabâche, c'est normal. Oui, le problème c'est que, ce que je vous ai dit au début, c'est que on a 59% des traders sur l'euro-dollar qui sont dans le bon sens, mais au final on a plus de 70% d'entre eux qui sont perdants. Eh bien c'est tout simplement parce que les traders ne savent pas couper leurs pertes. Ils vont être en position à l'achat, puis on va casser le support, puis ils vont se dire bah, je vais attendre le prochain, puis celui d'après, et ainsi de suite, jusqu'au moment où ils vont craquer, ils vont lâcher psychologiquement et ils vont encaisser une grosse perte. Et puis il y a aussi les traders qui vont faire une perte, 2 pertes,
et après ils vont faire un gain, et au lieu de laisser le gain courir jusqu'à l'objectif et de gagner plus que ce qu'ils ont perdu sur les 2 pertes précédentes, bah ils vont couper, ils ont perdu une fois 30 puis une deuxième fois 30, ils vont faire un gain de 30, ils vont le prendre tout de suite. Alors que si ça se trouve, ce trade là aurait rapporté 60 ou 90. Donc vraiment, quand vous avez une stratégie, stop, objectif, faut savoir laisser courir. Et les pertes, on est obligé d'avoir des stops, ça c'est une règle de base, je le dirai jamais assez. Un trader qui trade sans stop, j'en connais très peu, ce sont des expérimentés, ce sont des scalpers, parce que psychologiquement ils sont très forts et ils savent se tenir, ils savent couper leurs pertes très rapidement. Mais pour 99% des autres traders, que ce soit dans des fonds, dans des banques, traders particuliers ou chez des pros que je connais, le stop c'est la clé de voûte du trading. Un trader sans stop, il est mort. On arrive à la règle numéro 3, utiliser des stops, voilà, donc ça c'est une des règles les plus importantes. Règle 4, ne pas opérer de manière impulsive. Alors quand je dis de manière impulsive, c'est notamment pour les statistiques. Quand vous avez des statistiques qui paraissent l'après-midi à 14h30, souvent ça entraîne des décalages. Or, généralement, on va monter pour mieux baisser ou baisser pour mieux monter. Alors certains vont voir que d'un coup on prend 30 points et vont se dire « Oh là là, faut que j'achète, je cours après ». C'est une erreur. Et vous le verrez quand vous ferez des lives de trading avec Nadia. Généralement, on vient toujours retravailler les supports avant de mieux repartir. Donc, ne jamais opérer de manière impulsive, ne jamais se forcer, toujours avoir un plan, s'y tenir et y aller avec parcimonie. Diversifier, mais ne donnez pas dans l'exagération. Alors si je dis ça, c'est parce que certains d'entre vous ont des plateformes sur lesquelles ils ont 200 ou 500 ou 3000 produits. Ils vont aller trader des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi je vous invite à trader quelques paires, 2-3 paires du forex, 1 ou 2 indices, 1 ou 2 matières premières, à les connaître, à connaître les news, à connaître les seuils, mais n'allez pas sur des produits que vous ne connaissez pas et ne vous diversifiez pas trop parce que vous allez tout simplement y perdre la tête. Alors le point 6 c'est le risk management, on parle souvent d'un ratio risque-gain de 1 pour 2 et on vous dit toujours si vous essayez de gagner 100, ne risquez pas plus de 50. Donc ça c'est le ratio risque-gain 1 pour 2, ça veut dire que à chaque fois que vous entrez en position, votre objectif est 2 fois supérieur à votre perte potentielle. J'invite aussi souvent les traders, une fois qu'ils sont un peu plus expérimentés, à tendre vers un ratio risque-gain de 1 pour 3. Ça veut dire que pour un stop de 30 points sur l'euro-dollar, vous allez essayer d'en gagner 90. Parce qu'en fait, si on fait des petits calculs mathématiques, si vous tradez avec un ratio risque-gain de 1 pour 3, eh bien il vous suffira de gagner 3 fois sur 10 pour être pratiquement à 0. Donc ça veut dire que vous allez faire 10 trades, vous allez en perdre 7, vous allez en gagner seulement 3, mais vous n'aurez perdu qu'une toute petite partie de votre capital. Et si vous passez à 4 trades gagnants sur 10, vous êtes à plus 20% de performance. Si vous êtes à 5 trades gagnants sur 10, vous êtes à 50% de performance une fois que vous avez fait 10 opérations. Ce ratio risque-gain, ça peut être comme un jeu pour certains, qui vont dire ok, moi j'achète le support là avec une entrée très précise, avec un stop à 20 points, puis je vais viser un objectif lointain en swing trading de 200 points. Ça me fera un risque de 20 pips pour un gain potentiel de 200. Votre ratio risque-gain sera de 1 pour 10, et si on arrive à tendre vers des ratios aussi élevés, c'est relativement magnifique, parce qu'après il suffit de gagner une fois ou 2 fois sur 10 pour qu'on soit rentable, et si on gagne 4 fois sur 10 avec ce genre de ratio risque-gain, et bien très rapidement on fait de très fortes performances. La règle numéro 7, c'est d'éviter l'appel de marge. Donc ça c'est pour ceux qui font du trading avec des petits comptes, qui font du trading dans des concours de trading ou autres. On a tendance à prendre un effet de levier très élevé et à être en appel de marge. Donc n'oubliez pas que il ne faut pas dépasser un effet de levier. Alors on dit souvent que pour le débutant il ne faut pas être au-dessus de 5. On dit même qu'il faut trader avec un effet de levier sans effet de levier au début, donc avec un levier de 1. Si vous avez 10 000 euros sur votre compte, vous prenez un lot de 10 000 euros. Si vous avez 1000 euros sur votre compte, vous prenez un lot de 1000 euros. On dit que les traders ensuite, avec un peu d'expérience, peuvent trader de 10 à 20, et puis les traders aguerris en intraday, les scalpers, tout ça, ils peuvent monter jusqu'à 50.
mais ce n'est pas parce que les brokers se sont alignés marketingment parlant sur des leviers de 200 qu'il faut les utiliser. Règle numéro 8, prenez les décisions. Alors le petit cri de Nadia, c'était la cassure par le haut du silver, donc c'est l'argent qu'elle a payé depuis 2-3 jours et qui monte petit à petit. Et c'est vrai que l'argent et l'or là sont en train de casser des résistances, donc c'est à surveiller. Bon, revenons-en aux règles de money management. Donc prenez les décisions à l'écart du marché. Vous voyez Nadia, avant qu'elle fasse un live de trading, eh bien elle prend ses graphiques en horaire, mais elle regarde pas le bruit qui se passe en 5 minutes. Elle prend ses seuils, ses supports, ses résistances, elle réfléchit à la statistique et elle se dit mon plan ça va être ça. Vous de la même façon, imaginons que vous travaillez la journée et que de 8h à 18h vous n'êtes pas disponible pour trader sur les marchés. Vous voulez faire donc du swing trading, donc c'est du trading quand vous prenez une position, vous la gardez sur plusieurs séances. Eh bien, vous rentrez le soir, à l'esprit reposé, vous vous mettez dans des unités de temps 4 heures, 8 heures, journalières, hebdomadaires, et à l'écart du marché, tranquillement, vous prenez vos décisions, vous dressez votre plan de trading. C'est mieux de faire ça tranquillement le soir que de le faire en pleine action l'après-midi devant les marchés américains où on va regarder des bougies en 15 minutes qui vont nous faire changer d'avis toutes les heures. La règle numéro 9, c'est analyser des unités de temps longues aux unités de temps courtes. Donc regardez les données hebdomadaires, aux données journalières, aux données intraday, ce que cela donne. Mais inversement, on peut aussi retourner la chose pour ceux qui font de l'analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on va aussi analyser les unités de temps courtes, le 15 minutes et l'horaire, pour voir s'il y a une propagation d'un mouvement aux unités de temps longues, en 4 heures, en journalier et en hebdomadaire. Bref, l'important c'est de regarder son actif sur plusieurs unités de temps pour avoir une idée de la situation. La règle numéro 10, c'est de ne pas attacher trop d'importance à la presse ni aux analystes comme moi, parce que le mieux c'est quand vous tradez en fonction de vos idées, avec votre technique. Donc c'est clair que ça demande d'avoir travaillé, d'avoir lu, d'avoir tradé en virtuel, puis en réel, d'avoir fait des tableaux de performance, d'avoir réfléchi sur son profil. Mais à vous de vous poser la question si vous voulez vraiment faire du trading et gagner de l'argent avec, ou si vous êtes là pour faire mumuse. Concernant la presse financière, je vous dis ça parce que quand le CAC était à 2400 points en 2008, j'ai jamais entendu autant d'analystes baissiers à la télé, c'était la fin du monde et en fait c'était un point bas. Inversement, en 2007, quand le CAC était à 6000 points, on nous disait que tout allait bien et que ça monterait à 10 000. Donc voilà, faites-vous votre avis. Faites simple, règle numéro 11, les choses compliquées ne sont pas toujours les meilleures, ça c'est notamment pour les indices, les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, souvent quand on est débutant, on en met plein sous les graphiques. Vous verrez que Nadia et moi, quand on fait des analyses ou des graphiques, on n'utilise aucun indicateur. Parce que les indicateurs de base qui sont RSI, MACD, stochastique sont des indicateurs qui sont calculés par les prix. Nous analysons les prix, donc ça s'appelle le price action. Plutôt que de regarder ce que donnent les indicateurs. En effet, quand un actif baisse, arrive sur un support et repart à la hausse, je sais que le RSI en 15 minutes a croisé à la hausse. J'ai pas besoin de regarder le RSI. Donc faites simple, ne mettez pas 10 indicateurs sous vos graphiques. Certains ont adopté le SSI, l'autre l'ATR, les autres le CCI, les autres la stochastique. Mais ne faites pas dans l'exagération. Voilà. Ces règles-là, les 11 règles que je viens de vous énoncer, vous les écrivez, vous les remaniez à votre façon, vous les imprimez, vous les mettez à côté de votre PC, et telle une checklist d'un aviateur prêt à décoller, eh bien, avant d'entrer dans votre trade, vous cochez ces 11 règles. Ai-je bien pris du recul? Ai-je bien regardé les différentes unités de temps? N'ai-je pas pris un effet de levier trop élevé? Ai-je fait une analyse objective? Est-ce que j'ai regardé mes unités de temps longues et courtes? Est-ce que cette analyse est bien de moi ou est-ce que je suis aveuglément quelqu'un d'autre? Ce sont toutes les questions à vous poser. Alors, on va passer ensuite à la détermination du profil. Je réponds à 2-3 petites questions qui m'ont été posées au préalable. J'ai Fredus qui me dit on peut avoir un compte inférieur à 2000 €, n'est-ce pas le minimum? Alors 2000 € c'est le minimum conseillé.
Après, ceux qui font le concours zone bourse, par exemple, c'est un minimum de 1000 euros, donc beaucoup ont mis 1000 euros. Il y a des personnes qui ont peu d'argent, des étudiants qui nous disent est-ce que je peux ouvrir un compte avec 500 euros? Bah, on les accepte et puis ils s'entraînent avec 500 euros, mais 500 euros pour eux, c'est comme si des adultes qui gagnent un bon salaire mettaient 10 000 euros sur le compte. Donc c'est tout simplement parce que par rapport aux statistiques que je vous ai expliquées au début, eh bien, moins on met d'argent, moins on fait ça sérieusement, plus il y a de perdants, donc on invite quand même à mettre une somme substantielle pour que les gens fassent ça sérieusement. Alors j'ai quelqu'un qui me dit peut-on avoir des formations sur ça et ça. Concernant le programme des formations, on est début d'année, sachez qu'on fait un maximum pour travailler avec un maximum d'intervenants, que ce soit sur le market profile, l'harmonic pattern, l'ishimoku, que ce soit lors des conférences ou via des webinaires comme ce soir, on essaiera de produire un maximum comme d'habitude. Et puis dernière question avant de passer à la prochaine section. Obligac me dit bonjour Nicolas, les gaps haussiers baissiers peuvent ruiner les trades d'où des stops bien placés, non? Les gaps haussiers et baissiers, il y en a possiblement sur les indices tous les jours. C'est pour ça que généralement le trader intraday va couper ses positions avant 17h30 ou bien 18h30, 19h jusqu'à la clôture des futurs. Comme ça, il n'aura pas de gap haussier ni baissier, il n'aura pas de problème. Quant aux traders qui tradent sur le forex, les gaps, il peut n'y en avoir que le week-end. Donc c'est pour ça que tous les vendredis, je vous invite, Nadia aussi, à clôturer pratiquement l'ensemble de vos positions, à part des positions en swing qui sont déjà bien relativement gagnantes. Donc voilà, les stops c'est la base, et puis ensuite en fonction de l'actif que l'on trade, il faut faire attention au gap. Donc en fonction de son profil, si on est trader en swing ou en intraday, on coupe les positions soit le soir, soit en fin de semaine. Alors j'ai quelqu'un qui me dit combien de lignes ou quel pourcentage maximum à investir par ligne dans le cadre d'un portefeuille. Alors la question que vous me posez là, elle ressemble à un investisseur sur action. C'est la personne qui va se dire ok, on est dans un marché haussier mais on est un peu trop haut, je vais essayer d'avoir 50% d'actions, 10% sur chaque action, 20% de liquidité, 30% de couverture. Moi je trade que sur la plateforme FXM, sur indices matières premières et forex. C'est généralement du trade intraday, dans ces cas là on ne regarde pas le nombre de lignes, on regarde encore une fois le risque maximum. Donc je peux avoir 10 lignes, 20 lignes ou 50 lignes, tant que ces 50 lignes ne représentent qu'une perte maximum de 3% de mon capital, ça ne me pose aucunement problème. Donc encore une fois, c'est pas le nombre de lignes, c'est le pourcentage de perte maximum qui est autorisé, qu'il ne faut pas dépasser. Alors Benoît me dit que penses-tu d'aller faire une formation d'une semaine sur Paris? Ça dépend dans quel centre de formation. Il y a beaucoup de centres de formation qui vous apprennent une technique, la leur, pour aller avec leurs produits. C'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, donc attention. Franchement, aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet. Alors je suis d'accord, il y a beaucoup à lire et à trier. Mais si vous apprenez un minimum l'analyse technique, l'analyse fondamentale, le money management, que vous choisissez ensuite des actifs à trader, que vous déterminez votre profil et qu'au quotidien vous faites un plan de trading pour pouvoir trader ces actifs en respectant vos règles, il n'y a pas besoin d'un coach ou d'un centre de trading, hein. Il y a besoin de bosser. Vous faites du trading. Les traders, c'est des personnes qui font bac plus 4, plus 5 ou plus 8. Alors je dis pas qu'ils sont plus intelligents que les autres ou qu'il faut faire des études pour devenir trader. Je dis juste qu'ils ont travaillé et fait des études et bossé. Il y en a qui n'ont pas besoin de faire un master ou de faire des formations dans des centres, mais ça prend un minimum de temps. On ne devient pas trader autodidacte en 3 mois ou 6 mois sur les marchés. Donc va falloir travailler, tout simplement. Alors, Maxeto me dit où voit-on le levier quand on prend une position? Sur FXM, je ne vois pas où est l'effet de levier. Alors, ça, c'est un petit calcul mathématique, hein, c'est très simple. Vous avez 1000 euros sur votre compte, vous achetez 10 000 euros d'euro-dollar, vous êtes en levier 10. En fait, il suffit de diviser le montant de la position que vous avez sur le marché par votre capital et vous trouverez l'effet de levier. Si vous avez un compte de 5000 euros
et que vous avez 50 000 euros à l'achat sur la livre, 50 000 euros à l'achat sur l'euro-dollar, vous avez des positions de 100 000 euros. Vous faites 100 000 euros divisé par 5 000 euros, ça fait 20, et donc vous êtes en effet de levier 20 sur votre portefeuille. Ce sont des petits calculs de base que vous ferez de tête après. Alors, Guillaume me dit, bonjour, j'étais chez eToro avant, donc eToro c'est un des brokers chypriotes qu'il faut éviter. Je suis désormais passé chez Fixem, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre l'effet de levier. Avez-vous des conseils? Eh bien, comme je vous l'ai dit, l'effet de levier se calcule très simplement. Vous avez un portefeuille de 1000 euros, vous achetez 5000 euros sur l'euro-dollar, vous êtes en effet de levier 5. Or, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand on est débutant, il faut faire un effet de levier de 1. Ensuite, quand on commence à être à l'aise, on peut prendre des effets de levier de 5 à 10. Et il y a une fois seulement qu'on est aguerri ou qu'on a un profil particulier qu'on peut utiliser des effets de levier de 20 ou de 50. Ça sert à rien d'aller au-dessus d'un effet de levier de 50. Je vous invite donc à ne pas dépasser au début un effet de levier de 10. Donc voilà, après pour comprendre l'effet de levier, c'est relativement simple. Il suffit de faire ce calcul de base. Taille de la position divisé par capital égale effet de levier. Alors, on a parlé du fait qu'il y avait des traders gagnants, des traders perdants. On a parlé des pourcentages, donc 59% d'entre vous sont en bonne position quand ils sont sur l'euro-dollar. On a parlé de l'importance des stops. On a parlé des connaissances à avoir pour pouvoir faire du trading qui sont en grande partie à votre disposition sur DailyFX et d'autres qui se trouvent facilement sur Internet. On a parlé des 10-12 règles de money management de base à respecter au quotidien. Après, vous allez, une fois que vous avez amassé toute cette connaissance, vous allez devoir vous poser des questions à vous-même. C'est pas moi je vais trader comme Nadia ou je vais trader comme Nicolas ou je vais faire du scalping 2 heures par jour ou moi je suis quelqu'un de pépère donc je vais faire forcément du moyen terme. C'est à vous de voir. Il y a des questions à se poser, ça dépend du temps que vous avez à y consacrer, ça dépend de votre profil, ça dépend de vos objectifs. Le temps à y consacrer souvent importe. Donc si vous avez 2-3 heures par jour, vous pouvez faire du scalping ou de l'intraday. Si vous travaillez la journée et que vous ne pouvez pas regarder le marché, vous allez plutôt faire du swing trading. Vous allez analyser le marché le soir et puis vous allez prendre des décisions pour les jours et les semaines à venir. Certains gros investisseurs vont faire de l'intraday et du swing trading, puis vont avoir 2-3 positions de moyen terme qui traînent. On a même beaucoup de clients parmi ceux qui suivent le forum et le site DailyFX qui, par exemple, l'année dernière, ont acheté de l'euro CHF à 1,2010, 1,2020. Ça aura pris 8 mois pour que cette paire décolle de 400 points. Sauf que, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé, le ratio risque-gain était de 1 pour 20. On risquait 30 pips pour en gagner potentiellement 600. Ou on risquait 20 pips pour en gagner potentiellement 400, dirons-nous. Donc il y avait un ratio risque-gain énorme, il y avait un risque très faible, c'est devenu un trade de moyen terme. Et puis la dernière section, c'est le carry trade, mais pour faire du carry trade, il faut être millionnaire. Donc en fonction du temps que vous avez y passé, à vous de choisir le type de profil avec lequel vous allez opérer sur les marchés. Si vous êtes un scalper, vous allez utiliser des stops très courts et un effet de levier élevé. Si vous êtes un trader intraday, vous allez essayer de toujours vous en tenir aux mêmes paires, aux mêmes stops, aux mêmes objectifs et vous allez devenir un robot. Si vous faites du swing, tout dépendra de l'actif et de la stratégie pour ajuster votre entrée, votre stop et votre levier. Si vous faites du moyen terme, là vous allez plus réfléchir comme un investisseur à action avec un pourcentage du capital alloué à un trade. Le levier et le risque. Donc je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez pris vos marques sur les marchés, un trader défensif, bon père de famille, utilisera un levier entre 1 et 5. Un trader offensif entre 5 et 15 jusqu'à 20. Un trader agressif entre 20 et 50, notamment les scalpers. Ils utilisent parfois des petits montants, 2000, 3000, 5000 euros, mais ils utilisent des effets de levier élevés puisque leur but est d'aller grappiller quelques pips sur le marché. Ensuite, en fonction de votre profil, vous allez aussi définir les actifs que vous allez trader. Les cardiaques vont éviter le pétrole. Les traders de range, en ce moment, vont éviter les paires en yens qui sont en tendance.
Les débutants vont éviter l'or et l'argent, qui sont très volatiles et sur lesquels bon nombre de particuliers se crament. Les traders qui aiment bien les mèches basses, mèches hautes, une forte volatilité, vont aller sur la livre. Les traders qui aiment les actifs plutôt gentillés, qui respectent bien les seuils, vont aller sur l'AUD. Donc ça, c'est des choses à découvrir par soi-même au fur et à mesure que vous allez creuser. Et ensuite, à vous de choisir votre levier, votre stratégie et vos actifs. Donc vous voyez, l'étape 1, c'est d'avoir une plateforme, d'appréhender son fonctionnement. En parallèle, d'avoir un bon nombre de connaissances, puis de trier dans ces connaissances qui vous intéressent et de l'affiner. Ensuite, vous allez apprendre les règles de base de money management, de trading, l'utilisation de la plateforme, puis vous allez déterminer votre profil en fonction de votre temps, de votre profil, de ce que vous espérez gagner, un salaire, un complément, une rente mensuelle. Et puis là, vous allez pouvoir, une fois que vous avez passé ces étapes une à une, arriver vers le stade d'un trader rentable. Mais si vous en avez sauté une ou omis une, c'est pas possible. Alors, je vais répondre aux questions avant de parler d'un des derniers points de cette présentation. Alors Daniel, j'ai pas compris ta question. J'ai quelqu'un, un visiteur qui me dit sur le concours j'en ai vu utiliser un effet de levier de 30 voire 60 alors pour se placer bonjour. Les concours c'est particulier, hein. Souvent les traders sur les concours utilisent des leviers qui peuvent aller jusqu'à 200. Les concours de trading, soit on les fait en mode all-in, c'est-à-dire on choisit un scénario, on met un effet de levier maximum et on espère faire une performance énorme, ce qui peut arriver et ce qui peut permettre de bien se placer. Il y en a d'autres qui vont s'inscrire dans la durée. Tout dépend si vous faites un concours qui dure une semaine ou un concours qui dure 3 mois ou 1 an. Les concours sur une semaine, les concours virtuels chez certains brokers concurrents, c'était du levier maximum, c'était du grand n'importe quoi, jusqu'à levier 500. Le concours Zone Bourse en l'occurrence c'est un concours où c'est sur 3 mois ou 1 an, donc là vous avez le temps et vous pouvez le faire gentiment, et c'est je pense les traders qui traderont avec un money management strict et qui feront petit à petit de la performance qui tiendront le choc. Merlu, la colonne montant indique les lots, pas la somme, c'est peut-être ça le problème. Oui, après, vous faites du trading, hein, vous faites de la bourse, vous devez avoir un minimum de préhension avec les chiffres. Quand vous achetez 10K d'euros-dollars, ça veut dire 10 000. Donc quand vous voyez dans votre plateforme 10, vous savez que c'est 10K, donc 10 000. Donc en fait, vous me dites que les montants ne sont pas inscrits, mais ils le sont. C'est induit. Alex Trade me dit, le souci des particuliers vient peut-être du fait qu'ils utilisent des indicateurs dont ils ne connaissent pas parfaitement la manière dont ils sont calculés, donc qu'ils sont un peu à côté de leur fonctionnement précis. Y a-t-il un endroit où on peut trouver ces détails de calcul sur les indicateurs? Vous pouvez trouver des webinaires intéressants un peu partout sur internet pour l'utilisation du RSI, du MACD, de la stochastique ou d'autres. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'en discuter sur le forum, puisqu'il y a des discussions à ce sujet, c'est de suivre les webinaires en anglais potentiellement sur DailyFX+. Nous, on devrait en faire quelques-uns cette année pour ceux qui sont intéressés. Et puis voilà, c'est d'aller lire par exemple sur Trading School des fiches sur chaque indicateur pour bien les comprendre. Ensuite, les appréhender sur la plateforme, les tester dans différentes unités de temps et puis choisir comment vous allez vous en servir. Un indicateur, encore une fois, n'est qu'une indication. Ce n'est pas une raison pour rentrer en position. C'est une confirmation. Chris me dit pourquoi éviter eToro. eToro, eForex, Biforex, est-ce qu'on peut me donner d'autres noms là de traders qui sont sur la liste noire? Forextrada, Aston Forex, tout ça c'est des brokers qui sont à Chypre, qui sont dans les îles Vierges britanniques, qui sont à Malte, qui sont je ne sais où, qui vont un de ces quatre fermer la porte et partir avec votre argent. En plus, ce sont des brokers market makers. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous perdez, eux, ils encaissent. Donc, c'est des traders, souvent, et j'ai des personnes qui m'appellent. J'ai des personnes qui me disent, écoutez, j'étais chez tel ou tel broker pendant 3 mois. Ils m'ont donné des conseils bien. Et puis là, ils m'ont dit, mettez tout sur l'or levier maximum. Vous allez gagner à tous les coups. J'ai cramé mon compte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux porter plainte?
C'est des brokers qui sont en dehors de zones régulées. Vous ne pouvez rien y faire. Ils vous donnent des conseils, ça marche pas. Ils vous disent de mettre levier maximum. J'ai même vu des brokers se connecter sur les comptes des clients et utiliser les comptes clients. Et bah, c'est de votre faute. Fallait se renseigner un peu, fallait aller voir la liste noire de l'AMF. Quand on fait du trading, c'est sérieux. Quand on met de l'argent dans un compte épargne dans une banque française, on se renseigne sur la banque. Et ben quand on met de l'argent sur un compte de trading, même si c'est pas grand chose, et ben on fait attention. Or, eToro et tous ces autres brokers là, c'est des brokers non régulés qui font ce qu'ils veulent au niveau des prix. S'ils ferment et qu'ils partent avec vos sous, vous n'aurez aucun recours. Donc, je suis pas en train de vous dire venez forcément chez FXCM. Allez chez certains de nos concurrents si vous le souhaitez, mais prenez des gros brokers reconnus pour leur sérieux et leur assise financière. Voilà. Fred me dit, peut-on augmenter artificiellement son levier en pyramidalisant? Bien évidemment Fred, très bonne question. Vous pouvez démarrer une position avec un effet de levier 10 et au fur et à mesure que cette position est gagnante, bah, vous renchérissez, vous doublez, vous triplez, vous quadruplez, vous quintuplez la position. Résultat final, vous aurez un effet de levier non plus de 10 mais de 50 puisque vous aurez quintuplé votre position, mais vous l'aurez quintuplé dans la hausse. Imaginons que vous soyez acheteur, vous l'aurez quintuplé dans la hausse et donc votre prix global sera toujours en gain et donc vous pourrez ajuster votre stop pour ne jamais perdre plus que ce que vous aviez décidé de perdre au tout début. Donc vous achetez 10 000 euros d'euro-dollar à 1,30, puis à 1,30,20, puis à 1,30,50, puis à 1,30,80, puis à 1,31. Ça vous fera un prix de revient global à peu près d'1,30,50 alors qu'on sera à 1,31. Et à ce moment-là, vous pouvez même remonter votre stop au fur et à mesure à votre prix de revient moyen. Donc votre prix de revient il est de 1,30,50. Vous remontez votre stop, c'est ce que j'appelle le stop à 0. Donc c'est un stop à votre prix de revient de telle manière que vous aurez pu comme ça augmenter votre levier jusqu'à 100, 200 ou plus, mais jamais vous n'aurez augmenté votre risque. Et c'est ça qui compte, c'est le risque. Le swing hebdo n'est-il pas dangereux à cause de la Pandora Box? Alors effectivement, le swing en ce moment on n'en fait pas, à part si on était sur les trades en yens. Les paires en yens nous ont gratifié de swing journalier et hebdomadaire magnifiques. C'est vrai que ça arrive rarement. Donc en attendant, soit on fait de l'intraday, soit on fait du swing en attendant des stratégies possibles. Certains membres du forum depuis 2-3 mois avaient des stratégies haussières sur l'euro-dollar, ça a très bien fonctionné et là maintenant qu'on arrive aux abords des 1,34, 1,35 on commence à faire attention. Alors là j'ai une liste de personnes qui me disent option bit, UFX, chrono option, 4XP, Aston Forex, FXGM. Alors eux ils sont pas mal, hein. Ils s'appellent FXGM au lieu de FXCM. Donc ils ont copié notre logo et notre nom pratiquement. Et il y a encore des clients qui se font avoir. J'ai un client un jour qui m'a appelé, qui m'a limite insulté au téléphone en me disant que je lui ai donné des mauvais conseils, qu'il avait tout perdu sur l'or en mettant levier maximum. En fait il était client chez FXGM et c'est son conseiller qui avait pris position sur son compte. Donc c'est vraiment un truc de malade. Testnuts, j'ajoute pour les montants que le prix du PIP est indiqué à chaque passage d'ordre, ce qui n'est pas le cas des autres brokers. Alors l'histoire de la somme, c'est pas très important, suffit de faire une simple multiplication niveau CP. Oui, effectivement, Testnuts, il y en a qui ne sont pas très bien avec les stops, d'autres un peu mieux. Donc effectivement, ce qui est pratique quand on est sur la plateforme FXCM, c'est que quand on rentre sur une position, si on met 10 000, bah on verra qu'on est à 1 dollar le pip, donc 0,70 centimes le pip. Si on met 20 000, on sera à 1,50€ le pip, tout est marqué. Même quand on rentre le stop, si on met un stop à 30 points, il y a marqué perte maximum. Alors imaginons qu'on soit à 1 euro du point, et bah perte maximum 30 points. Et si vous cliquez sur limite pour mettre l'objectif et que vous mettez 100 points, ça vous marquera limite objectif 100 euros. Donc à vous ensuite d'être un petit peu à l'aise avec les chiffres, mais ça viendra très rapidement. Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui coule depuis ce matin, je sais pas si... On m'a refilé ça, c'est sûrement la neige. C'est pas très pratique quand on fait des webinaires pendant 1 heure avec un nez qui coule. Alors, je trade sur MT4. Pour le levier, il est nécessaire de choisir le volume. Volume 1 correspondant à combien de leviers sur le Forex? Mais si vous mettez volume 1, ça veut dire 1000 euros. Vous me dites 1000 euros, ça correspond à combien de leviers sur le Forex?
Mais elle n'a ni queue ni tête, votre question. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour connaître le levier, écrivez-le, hein. Levier égale somme investie divisé par capital. Si vous avez un compte de 1000 euros, que vous achetez 1000 euros, vous êtes en effet de levier 1. Si vous avez un compte de 500 euros, que vous achetez 1000 euros, vous êtes en effet de levier 2. Si vous avez 100 euros sur votre compte et que vous achetez 1000 euros, vous êtes en effet de levier 10. Donc le levier, il est calculable par rapport non pas au volume, mais par rapport au volume comparé à votre capital. Est-il possible d'avoir un stop automatique sur le prix de revient ? Alors quand vous êtes sur la plateforme MarketScope, vous avez en fait le prix de revient qui s'auto-calcule tout seul. C'est-à-dire que vous achetez un 30, un 30-50, un 31, ça vous marque prix de revient moyen un 30-50. Ensuite, à vous manuellement de mettre votre stop à votre prix de revient. Ça, c'est une petite chose à faire manuellement, mais vu que votre prix de revient moyen est affiché, vous avez juste à modifier le stop en conséquence. Alors j'ai une petite question de Chris qui me dit est-ce que 4XP est sérieux. 4XP faisait partie des brokers chypriotes. En ce moment ils essayent de nous faire croire qu'ils ont une licence bancaire en Angleterre, etc. Pour moi tout ça, ça fait partie des brokers de pacotille. C'est pas compliqué. Pour connaître les 10 brokers les plus sérieux, vous allez sur le site Forex Magnets. C'est un site américain où vous allez sur la dernière étude de Investment Trend. Et là, vous verrez que les plus gros brokers du monde, les 10 plus gros brokers sur institutionnel, FXCM en fait partie, IG Market en fait partie, et les autres, c'est des grosses institutions pas ou peu connues. Dans les brokers particuliers, sur le Forex, le premier broker mondial c'est FXCM. On y trouve bien évidemment Saxo Bank, IG Market, WHS. Bon, c'est des concurrents, c'est pas mes meilleurs amis, mais c'est des brokers sérieux qui ont des plateformes plus ou moins bien, des spreads plus ou moins bien, des conseillers plus ou moins bien et des ressources éducatives plus ou moins bien, mais au moins ça fait pas partie des brokers de pacotille. Le dollar de Hong Kong dont vous parlez souvent ne rapporte que 1 centime. Vous inquiétez pas, quand il montera, il vous rapportera plus de 1 centime. Et puis pour ce qui est de l'analyse, on verra ça demain au morning, parce que là on est un peu plus dans le money management. Alors Stéphane me dit volume 1, il voulait dire un lot, soit 100K. Alors ça dépend. Volume 1 sur MT4 peut vouloir dire un lot, et un lot c'est 100K par définition sur le marché d'échange. Mais après ça dépend de votre broker, ça dépend de comment votre plateforme MT4 est gérée. Donc dans ces cas-là, si vous êtes chez FXM, c'est pas compliqué. Chez FXM, chaque client a un conseiller. Donc vous prenez votre plateforme, vous l'ouvrez, vous appelez votre conseiller, vous lui posez toutes les questions que vous voulez sur l'effet de levier, sur les options, sur comment placer des trades, etc. Vous avez même des webinaires une fois toutes les 2 semaines, le mercredi et le jeudi soir, sur la plateforme MarketScope ou sur MT4. Vous avez vos conseillers par email ou par téléphone. Donc franchement, ça c'est des questions auxquelles, nous on est analystes, on parle du marché, du levier, du money management, des règles de trading, mais ça c'est des choses de base que vous devez apprendre et comprendre avant de vous lancer sur le trading. Que pensez-vous de Zulu Trade ? Alors Zulu Trade, je connais très bien. Ça fait 6 ans que je suis ce projet-là. C'est un beau projet, c'est une belle idée. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Donc Zulu Trade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut s'inscrire et on peut relayer son compte à des comptes de personnes qui donnent des signaux et ça passe automatiquement des trades sur votre compte. Or, pour avoir vu et lu des dizaines d'études, je connais des personnes qui ont créé des blogs exprès pour parler de ça, et ils trouvaient des mecs qui gagnaient beaucoup d'argent, sauf qu'ils ont toujours craqué et ils ont toujours perdu 30 à 50% du capital sur une mauvaise session. Et puis il y a d'autres types de personnes qui sont des personnes qui ont 100% de trades gagnants, sauf qu'ils ont des pertes latentes qui sont énormes. Et la troisième catégorie de personnes, c'est des personnes qui font du scalping avec 90% de trades gagnants, sauf qu'ils gagnent 2 ou 3 pips par trade. Or, avec les spreads et les écarts d'exécution, le temps que l'information arrive de Zulu Trade à votre broker, vous retrouvez négatif alors que lui est positif. Donc Zulu Trade, non. Je continue de regarder, mais tant qu'il n'y aura rien de tangible, c'est non.
Combien d'écrans de moniteur utilise-t-on pour trader? 2 me paraît bien, parce que sur un écran on peut avoir la plateforme de trading avec sa station de trading et ses graphiques, et sur l'autre écran on peut lire les news, écouter des webinaires, surfer sur internet, etc. Alors, j'ai plein de questions sur les brokers parce que j'en ai parlé. Si vous voulez savoir si votre broker est sûr ou pas, vous allez sur l'AMF et vous regardez la liste noire. Sinon, vous appelez FXCM et pour chacun des brokers concurrents, on pourra vous dire ce qu'il en est. Il est clair que, je vous le dis, des personnes qui viennent de chez des gros brokers concurrents, dont certains je les ai cités, voilà, on reconnaît que c'est un broker sérieux et important. Maintenant, si vous me citez tous les petits noms que j'entends depuis tout à l'heure, là on vous donnera plus de détails, mais pour moi il n'y a pas photo. Alors, peut-on agréger plusieurs achats pour connaître le prix moyen? Ça se fait automatiquement sur la plateforme MarketScope. Quand vous prenez plusieurs positions, ça vous donne un prix de revient moyen. Si certains... Alors, j'applique le ratio 1 pour 3, mais si je perds plusieurs fois de suite, même avec un stop de 30 pips, ça finit par grignoter le capital. Je suis d'accord. Mais au moins, ça vous laisse le temps de pouvoir faire une centaine de trades avant d'avoir trop grignoté le capital. Et au bout d'une centaine de trades, normalement, vous avez pu affiner votre technique, votre façon de trader et votre façon de faire. Au moins, vous n'êtes pas en très gros risque. Voilà. Alors Jean-Pierre à 19h me dit bonsoir avec du retard. Effectivement Jean-Pierre, je pense que vous pourrez réécouter cette émission du début, car pour ceux qui ne sont pas au courant, dans la salle de trading dans laquelle vous vous trouvez actuellement, quand vous allez en dessous, vous avez les émissions, les enregistrements des émissions passées. Alors les premiers, donc ceux de gauche, c'est les émissions de mon morning meeting, du morning meeting d'Adrienne et des lives de Nadia. Vous avez à peu près les 12 derniers. Quand vous allez un peu plus vers la droite, et je vous invite, puisque vous êtes des nouveaux, que vous posez des questions sur la plateforme ou autre. Alors, ici, vous avez outils et utilisation de la plateforme. Donc ça, c'est moi qui l'avais fait. Là, vous avez initiation sur la plateforme de trading MarketScope. Donc ça, c'est pour les débutants. Celui que j'avais fait moi, c'était un truc un peu plus avancé. Là, vous avez trading automatique et semi-automatique sur MT4. Là, vous en avez 2 sur découvrir MT4. Là, vous avez questions-réponses sur la plateforme. Là, vous avez un truc sur théorie de dos et principe chartiste. Ça, c'est un truc à voir pour les débutants. Là, vous avez le Fed, Fiscal Cliff, Grèce. C'est tous les dossiers actuels. Vous avez eu un autre webinaire explicatif de la part de professeur Forex là-dessus. Et donc, l'émission qu'on est en train de faire actuellement se retrouvera dès la fin de l'émission dans la librairie. Vous pourrez la regarder sur le site. Est-ce que avoir un compte de démonstration pour s'entraîner est-il possible avant de passer en réel? Bien évidemment, Charlotte. Vous allez sur le site fxcm.fr, je vous envoie le lien dans le chat. Sinon, c'est www.fxcm.fr. Et c'est très simple, vous ouvrez un compte de démonstration. Alors il y a des brokers chez qui les comptes de démonstration sont payants, chez nous c'est gratuit. Il y a des brokers chez qui les comptes de démonstration expirent au bout de 30 jours. Chez nous, ça n'expire jamais si vous tradez dessus. Si vous ne tradez pas dessus, il s'expire au bout de 30 jours, vous en ouvrez un autre ou bien on remet celui que vous aviez avant. Donc sachez que vous pouvez vous entraîner autant de temps que vous voulez pour réussir à trouver votre technique, trouver votre façon de faire sur les marchés. Quelles sont les taxes sur les gains si je suis domicilié à l'étranger? Je ne sais pas, ça dépend du pays en question. Deuxième chose, pour être taxé sur les gains, faites des gains. Et vous verrez que quand vous aurez fait des gains et que vous serez taxé sur les gains, ça vous posera pas problème parce qu'il vous restera des gains de toute façon. Et puis si vraiment vous commencez à faire des gains conséquents, là vous pourrez vous poser la question de la défiscalisation. Ou d'aller dans d'autres zones ou de faire des micmacs, que sais-je. Moi je trouve ça amusant parce que j'ai beaucoup de traders particuliers. La première question qui leur vient à l'esprit c'est oui, si je gagne, combien je paye d'impôts? Bon bah gagnez d'abord, après on en discutera. Comment utiliser le trailing stop de façon optimale? Alors tout dépend. Il y a des traders intraday, ils arrivent le matin, on est soit sur support soit sous résistance, ils mettent un trailing stop de 20 pips, un trailing stop dynamique, de telle manière que tant que ça va dans leur sens, ils sont en gain, et puis une fois que le marché se retourne, ça leur coupe les positions. Il y a des personnes qui utilisent le trailing stop, donc trailing stop c'est stop suiveur, pour leur position swing, qui mettent des trailing stop à 100 ou 150 points. Le but c'est juste que s'il y a un crack, une bombe nucléaire ou une guerre, que sais-je, eh bien leur position est coupée et ce n'est pas une catastrophe.
Après, tout dépend si vous faites de l'intraday ou du swing. Vous avez en tous les cas trois possibilités. La première, c'est dès que vous êtes en gain de la hauteur de votre stop, c'est-à-dire que, imaginons que vous ayez acheté l'euro-dollar à 1,30 avec un stop de 30 points et un objectif de 60 points, bah une fois que vous gagnez 30 points, soit à la hauteur de votre stop, vous mettez votre stop à 0. Ça veut dire que vous achetez l'euro à 1,30 avec un stop à 1,2970 et avec un objectif à 1,3060. Une fois qu'on est à 1,3030 et que vous gagnez 30 pips, et donc vous gagnez 30 pips qui sont les 30 pips ils sont égales à votre stop de base et vous êtes à 30 pips de votre objectif, donc vous êtes à la moitié. Bah là ce que vous pouvez faire c'est mettre votre stop et le remonter de 1,2970 à 1,30 manuellement, de telle manière que si on va sur votre objectif c'est bien, mais si ça se retourne et que ça revient à 0, eh bien vous ne perdez rien du tout. Donc le stop 0 c'est une première façon de faire. Ensuite vous avez les trading stop ou stop suiveurs avec deux types de stop. Il y a les stop suiveurs dynamiques et les stop suiveurs statiques. Alors le stop suiveur dynamique c'est pas mal. C'est pas mal, mais je préfère le stop suiveur statique par palier. Le stop suiveur dynamique, en fait, ça veut dire que dès que les cours vont monter, votre stop va monter, va suivre les cours. Mais ça veut dire que si les cours se replient de 20 ou 30 points et que vous avez mis un stop suiveur trop serré, ça va vous couper. Le stop suiveur statique est par palier, puisqu'il y a un pas à régler sur la plateforme. Lui, eh bien, il ne bougera que quand vous gagnerez, par exemple, si vous avez mis un pas de 30, ça veut dire que le marché prend 30 points, votre stop remonte de 30 points, puis le marché reprend 30 points, votre stop remonte de 30 points. Mais si le marché prend 29 points, puis rebaisse, votre stop n'aura pas bougé. C'est là où le stop dynamique aura bougé et vous fera peut-être sortir, et c'est là où le stop statique par palier sera peut-être plus utile. Quant à moi, je préfère tout simplement regarder mon graphique, utiliser la théorie de dos. Tant que l'indice sur lequel je suis acheteur fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, je remonte mon stop sous les plus bas au fur et à mesure, jusqu'à ce que la dynamique perde de sa puissance. Alors, il y a Toastnuts qui nous a posté la liste noire du Forex. Je vous la mets dans le chat, c'est gentil à lui. J'ai quelqu'un qui me dit on m'a parlé de FXM, c'est bien. Bah, je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça fait quelques années que je suis analyste. On m'a proposé beaucoup d'autres brokers, mais entre l'équipe qui est plutôt jeune et dynamique, le broker qui est un broker international, qui est leader mondial, qui donne une grande place à l'éducation pour ses clients, bah voilà, moi j'aime bien FXCM et c'est pour ça que j'y suis content d'y travailler. C'est pas juste un job, c'est aussi une passion, la bourse, donc le tout est pas mal, ouais. La plateforme, les prix et l'éducation, ça fait un package assez sympa. Vous pouvez passer dans nos bureaux à Paris pour rencontrer l'équipe, dans les locaux quand vous voulez. Vous pouvez venir aux conférences gratuitement, il y en a une tous les trimestres pratiquement, avec de nombreuses personnes invitées. Je ne sais pas moi, Cusack, de la Marche, des journalistes, des traders de fonds, des spécialistes sur Ishimoku ou sur d'autres techniques de trading, bref, c'est pas mal. Bonsoir, en cas de flash crack, doit-on couvrir les pertes? Merci. Non. FXCM est un broker chez qui, quand votre compte arrive à 0, ça coupe tout. Et si par malheur il y avait un gap un week-end, un crack, un truc de fou et que votre compte se retrouvait négatif, FXCM s'engage à le remettre à 0. Donc vous avez des brokers chez qui vous pouvez vous endetter, chez qui vous pouvez être en négatif, et alors là c'est vraiment la fin du monde. J'ai déjà vu des catastrophes chez certains clients qui se sont retrouvés interdits Banque de France et qui ont perdu des sommes folles. Chez FXM c'est simple, on met une somme, il y a des sécurités sur la plateforme, et si par vraiment grand malheur les marchés devaient devenir fous et votre compte devenir négatif, on met la différence et on remet votre compte à 0. Est-ce que vous proposez les instruments comme les futurs et les options chez FXM? Non. Non, on est vraiment... FXM à la base est un spécialiste du Forex. On est leader mondial du Forex en Asie et aux États-Unis. On est venu en Europe il y a maintenant quelques années. Et on a développé ce que tradaient le plus les traders particuliers français, c'est-à-dire les matières premières et les indices. Mais on n'est pas là pour vous faire trader sur d'autres produits. Concernant les futurs, c'est vrai qu'on les propose pas, il y a des spécialistes pour ça, mais on propose les CFD sur indice avec notamment un spread de 1 sur le CAC.
Et les options, bah pour moi, vaut mieux avoir un broker options spécialisé que d'avoir un broker supermarché qui fait un peu de tout, mais moyennement. Une session NinjaTrader serait pas mal, oui, bah j'y penserai, je la connais pas du tout. Est-ce que le compte réel est la copie conforme du compte démo, ou y a-t-il des frais supplémentaires en réel? Il n'y a aucun frais à part le spread sur vos plateformes. Il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, il n'y a pas de frais de fermeture de compte, il n'y a pas de frais d'approvisionnement, il n'y a pas de frais de retrait. Les seuls frais que gagne FXCM, c'est le spread. C'est-à-dire que vous avez sur la plateforme, sur l'euro-dollar, un prix à gauche, un prix à droite. À gauche, il y a 1,30,00, à droite, il y a 1,30,002. Et ben nous, c'est ces deux-là, ces deux pipes qu'on va encaisser. Il y a une partie qu'on va laisser au marché interbancaire et il y a une autre partie qui sera notre commission. Il y a beaucoup de brokers qui vont vous faire payer des frais de tenue de compte, des frais de virement, des frais d'ouverture, des frais de clôture, des frais à chaque transaction. Parce qu'ils ont besoin de vivre, certes. Nous, ce qui fait qu'on arrive à prendre de si petites commissions et à être une société rentable, c'est tout simplement qu'on a 300 000 clients à travers le monde et qu'on est un des plus gros brokers en termes de volume sur le marché d'échange. Donc on gagne des sommes microscopiques, mais multipliées par des milliards et des milliards. Où puis-je trouver le manuel d'utilisation de la plateforme FXCM en français et non pas en anglais? Oh bah ça c'est relativement simple je pense, il doit être sur le site FXCM, sinon vous écrivez un petit email à info@fxcm.fr et on vous l'enverra avec grand plaisir. Sinon si vous cherchez un petit peu sur le forum, vous pourrez le trouver également. Alors le forum DailyFX, il est là, on va aller dans MarketScope Trading Station. Et là, on a quoi? Oh, un guide d'utilisation de la plateforme de MarketScope. Hop, c'est... Alors, guide d'utilisation. Alors, attendez, j'ai mon internet qui bloque un peu. Alors, j'ai mon internet, mon Google Chrome qui fait des siennes. Je vais le fermer et le relancer. Donc je vais vous donner ça dans un instant. Alors, peut-être que la question a déjà été posée. Si c'est le cas, ne réponds pas. Que penses-tu des sorties partielles? C'est une très bonne idée. Alors les sorties partielles, le concept c'est que vous achetez l'euro-dollar à 1,30 pour viser 1,31 par exemple. Sauf que vous allez sortir la moitié à 1,3050 et l'autre moitié à 1,31 sur l'objectif final. Donc c'est la possibilité de diviser votre sortie et c'est une très bonne idée. Ricardo me dit les signaux de trading DailyFX Plus à utiliser en complément d'information. Alors parfois les signaux sont très bons, notamment quand on est dans des marchés en tendance. D'autres fois ils sont un peu moins bons. Je pense que surtout ces signaux sont faits pour les particuliers afin d'appréhender la plateforme, le fonctionnement du marché, le fait de mettre des stops, des objectifs. Après je ne connais pas leur rentabilité sur le long terme. MT4 ne permet pas de trailing stop mais permet de choisir son montant de capital. On peut avoir les deux sur un compte normal avec notre conseiller. Bah, MT4 c'est pas la plateforme des FXCM, c'est une plateforme mondiale que tous les brokers utilisent. Donc si MT4 n'a pas de trading stop, nous on peut pas vous les mettre. C'est tout simplement MT4 qui fonctionne comme ça et c'est ça le souci. Après sur MT4 vous pouvez choisir le montant, sur MarketScope vous ne pouvez pas. Bon bah à vous de choisir entre ces deux plateformes. Pour moi il n'y a pas photo, ce sera MarketScope. Ah, il y a quelqu'un qui m'a gentiment donné le guide d'utilisation de la plateforme, donc je viens de vous le poster dans le chat. Merci Guillaume. Stéphane, donc si j'ai bien compris, je n'ai pas besoin de couvrir un gap. Merci pour votre travail. Si vous êtes en trader intraday, que vous sortez avant 17h30 ou 22h sur les indices, quand vous êtes sur les futurs, ou que vous êtes sur le forex et que vous coupez vos positions le vendredi, il n'y a pas besoin de se couvrir, il n'y aura pas de gap. Quand on pyramide, est-ce qu'on pyramide sur chaque cassure de support ou de résistance? Il y en a qui pyramident gentiment aux cassures de support, il y en a qui vont pyramider sur la cassure de support, puis le pullback, puis la cassure de nouveau des plus bas. Après c'est à vous de voir en fonction de votre agressivité. Comment utiliser le hedging? C'est ce qu'on appelle couvrir une position. Alors le hedging c'est la pire des choses pour les particuliers parce que ça vous fout en l'air complètement votre avis. Donc le hedging c'est j'achète à 1,30, on monte jusqu'à 1,31, à 1,31 je pense que ça va rebaisser un peu, donc ce que je fais c'est que je garde mes achats à 1,30 mais je rentre une position en parallèle vendeuse à 1,31.
Sachez que le hedging, c'est une solution qui est utilisée pour les fonds d'investissement. Imaginons que le fonds d'investissement soit acheteur de 440 à 3000 points et qu'on est à 3007. Le fonds d'investissement va se hedger et au lieu de couper une partie de ses achats, il va rentrer une partie de couverture, de vente pour se hedger et modifier son exposition. Le trader particulier, lui, il achète à un 30, on arrive à un 31, c'est une résistance, il le sait, soit il remonte son stop, soit il coupe. Mais il ne se hedge pas, ça vous retournera les idées. Voilà. Pour finir avec donc cette petite présentation, on a passé pas mal de choses en revue. La dernière chose qui est importante une fois que vous avez les connaissances, la plateforme, le money management et ses règles et que vous avez déterminé votre profil, c'est de faire un plan de trading à chaque trade. Donc pour ce faire, vous devez choisir les actifs, vous devez dresser le champ de bataille et les seuils clés. Donc c'est ce qu'on fait avec Nadia au quotidien. On essaye de vous donner la tendance, les supports, les résistances, les scénarios éventuels. Donc il faut toujours prendre en considération les invalidations, les variantes possibles, les objectifs avec un S puisqu'on peut en avoir plusieurs et couper en plusieurs fois. Toujours se concentrer sur la perte maximum et non sur le gain potentiel, c'est très important. Une fois que vous contrôlez votre perte maximum, vous contrôlez votre capital, votre pourcentage de capital de perte maximum. Ça vous met en confiance puisque vous savez que vous gérez, quoi qu'il arrive, votre perte max, c'est ça. Ensuite, le gain potentiel, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis dans votre plan de trading, toujours avoir des stops et limites et toujours donc faire les choses de manière carrée comme je vous l'explique depuis tout à l'heure. Tout comme la rigueur, l'absence de plan est habituelle chez le particulier et c'est un des points noirs du particulier. Enfin, pour finir cette présentation, je vous dirais que les traders particuliers ont pour la plupart les connaissances requises, l'expérience et l'argent, mais ils ne respectent pas leur money management s'ils en ont un et s'ils n'ont peu ou pas de plan de trading. Donc je vous invite à découvrir le forum sur lequel nombreux traders, analystes et au quotidien partagent leur plan de trading. Je vous invite à aller voir les journaux de trading et puis à revoir ce webinaire pour ce qui est du money management et du risk management. Si vous êtes client FXM, vous pouvez venir faire un petit rendez-vous avec les analystes au bureau pour qu'on détermine ensemble votre profil. Sur le site, vous retrouverez des stratégies. Et enfin, vos outils seront la rigueur, la patience, la prudence, l'objectivité, la persévérance. Donc forum, journal, analyste et site seront vos outils. Rigueur, patience, prudence, objectivité, persévérance seront vos armes. Ça, c'est la base. Alors je vais réouvrir mon Google, j'espère que ça fonctionne. Donc je vous donne des liens. Alors lien numéro 1, c'est en plus là vous êtes sur DailyFX, donc le lien numéro 1 c'est la page principale du site. En page principale, vous avez souvent le calendrier, l'analyse du jour, des analyses à droite, les actualités des marchés à gauche avec des alertes avec les statistiques. En bas, les avis des analystes et la rubrique formation. Sur le site, vous trouvez aussi dans calendrier économique, le calendrier économique le plus lu au monde qui est celui de DailyFX en anglais. Et puis la salle de trading en live où vous êtes actuellement. Et puis très important, la file news en temps réel. Cette file-là, en fait, on est 4 analyses dessus au quotidien et on vous poste des alertes, des liens vers nos analyses, des liens vers nos notes de recherche, des explications sur ce qui se passe sur les marchés. On vous met les statistiques dès que ça tombe en live, donc ça c'est vraiment une page qui plaît beaucoup. On a eu beaucoup de retours positifs à ce niveau-là. Enfin, vous avez le forum DailyFX, forum très important dans lequel vous avez des vidéos, les questions aux experts, vous avez les stratégies trading, Chartis, Michimoku, Harmonic, et en dessous vous avez les discussions sur les indices, les matières premières, l'euro, la livre, l'AUD, les paires en yens, les autres paires, et vous avez ici en fait des milliers de traders au quotidien. Il y a en gros DailyFX aujourd'hui c'est devenu un des forums les plus actifs de France en bourse. On a plus de 10 000 messages par mois. Sans compter ceux des analystes, parce qu'il y a un paquet de milliers de messages d'analystes aussi. Mais vous avez plus de 10 000 messages par mois sur ce forum. Donc vous avez de tout, mais surtout cette grosse partie-là, analyse au quotidien, sur toutes les paires du Forex, indices et matières premières. En dessous, vous avez des discussions entre traders, les journaux de trading, des discussions sur le système automatisé.
Vous avez aussi une file sur le concours Trading Master 2013, donc dont certains viennent sur le live d'aujourd'hui, ils viennent du concours Zone Bourse. Et puis vous avez toute une partie sur les plateformes, plateforme MT4, plateforme MarketScope. Donc si vous avez besoin du guide d'utilisation de la plateforme, des questions sur la plateforme, posez-les ici et c'est quelqu'un de chez FXM qui vous répondra ou bien un gentil membre qui vous répondra. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Désolé pour les coupures de son pour ceux qui ont eu des petits décalages. Sachez en tous les cas que l'enregistrement, je pense, sera complètement propre. Et donc voilà, vous pourrez le voir sur le site. Donc voilà, je mets un petit message pour ceux qui ont des coupures de son, et puis sinon, tous les autres. Je vous remercie de votre présence, merci aux membres du forum, à ceux qui sont présents sur le site au quotidien, qui nous suivent dans nos lives, tout ça. Merci d'être présents pour la pertinence de vos questions, pour vos échanges. Et puis si vous avez d'autres idées de webinaires, d'autres envies, n'hésitez pas, proposez-moi cela par email. Donc je vous donne mon email, même s'il est marqué partout sur DailyFX, c'est ncheron@fxm.fr. Et puis je vous souhaite tout simplement de très bons trades, une bonne soirée, et puis pour tous ceux qui me suivent au morning meeting, à demain matin 11 h dans la salle de trading en live sur DailyFX. Au revoir tout le monde.